Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour votre rendez-vous Océanos 9e épisode. Une semaine exceptionnelle puisque c'est l'arrivée petit à petit des premiers skippers de la course Jacques Vabre. Nous allons revenir sur ces marins d'exception. Au sommaire de cette émission donc, je viens de vous le dire, nous irons du côté de la Martinique à Fort-de-France pour l'arrivée des skippers de la Transat Jacques Vabre. Dans notre rubrique Tech et Éco, nous parlerons d'une veste connectée qui permet de consulter l'état du bateau en temps réel d'un simple coup d'œil sur votre manche, mais aussi de bateaux en kit que vous pouvez transporter n'importe où et monter à votre guise pour aller naviguer. Enfin, côté écologie, nous parlerons d'Ocean Bird, un projet absolument incroyable, dingue de paquebot avec des voiles télescopiques de 80 mètres. Objectif pour l'entreprise, un paquebot zéro émission de CO2. Comme je vous le disais en ce moment, c'est l'arrivée de la Jacques Vabre. Nicolas Coute est sur place, Vincent Larguin est avec nous évidemment pour le journal justement de la course. Oui Denis, depuis le week-end dernier, les premiers skippers sont arrivés à Fort-de-France en Martinique. Fait inédit de cette course, les premiers bateaux arrivés ne sont pas les ultimes, mais les Ocean 50, le vainqueur de cette catégorie, le prix Monial, est arrivé mardi dernier, après 15 jours, 13 heures, 27 minutes de course. Il était au micro d'Océanos après cette victoire. On les écoute. Tout ce qu'on avait, on l'a livré sur cette course. Et ça a payé. Et ça a même plus que payé. Donc, ouais, c'est génial. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile. On avait dit avant le départ qu'il n'y avait pas de favoris. Que ça se jouerait sur l'engagement, sur la qualité des trajectoires, sur le matériel. Et ben voilà, aujourd'hui c'est tout ça qui paye. Pour ce qui est de Aquitaine, Émeric Chapelier et Sam Goodchild arrivent 3e de cette course sur les Ocean 50. Ils arrivent juste après le Coesio, une course qui pour eux aura duré 15 jours, 17 heures et 15 minutes. On les écoute. C'était pas facile, ouais. Un transat en double sans multicoque, ça sera jamais facile. C'est un transat qui était très compliqué, surtout au niveau tactique et navigation. Et malheureusement, on a parti un peu sur le mauvais pied, donc on a passé 2 semaines à essayer de ramasser des milles et on récupérait des milles sur les gens devant. Et ça, c'était pas facile, mais on n'a pas lâché jusqu'au bout. Et finalement, une 3e place, même si c'est pas ce qu'on a cherché, c'est pas si mal. J'espère. J'espère, en tout cas Sam est très très supportable et aucun problème, ça s'est bien passé à bord. Effectivement, ça a été pas facile psychologiquement de lâcher beaucoup de milles d'entrée de jeu pour des petites erreurs tactiques d'entrée de jeu et qui ont coûté très cher. Et effectivement, ça a été la course aux milles, la course au bateau de devant. Et effectivement, on est passé un peu par toutes les couleurs, à essayer d'avaler la couleuvre en train de jeu, mais sans se laisser abattre en disant que de toute façon, la course n'est jamais finie jusqu'au bout. Et effectivement, on a réussi à retrouver une petite porte au niveau du poteau noir pour recoller au paquet de tête. Et on a tout donné jusqu'à la fin. On pensait même à la 2e place jusqu'à 24 heures avant l'arrivée. Donc déjà, ouais, c'est déjà une satisfaction d'avoir pu jouer au moins ça, parce qu'à un moment, on s'est dit on va jouer derrière, ça va être horrible. Mais bon, on n'a rien lâché. On n'a rien lâché. Encore du côté de Aquitaine, Lalou Rouquayrol, Quentin Vlaminck sont arrivés 7e de cette compétition dans la catégorie des Ocean 50. Manque de vent, choix difficile, problème technique. C'est une déception pour nos 2 skippers. Pourtant, ils ont encore de gros projets. On les écoute. Non, la performance, sur le papier et mathématiquement non. Par contre, dans la tête et dans l'ensemble du projet, oui, parce qu'on a beaucoup appris sur le bateau. Encore une fois, on a eu la chance de naviguer 17 jours dessus, c'est pas anodin et forcément on découvre des trucs tous les jours. J'ai eu la chance de naviguer 17 jours avec la Loue, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et donc une formation au quotidien et le programme continue, il y a encore d'autres belles courses qui vont suivre et voilà, c'était une belle expérience, on a beaucoup appris, on aurait aimé faire mieux sportivement et on avait les moyens pour. Sauf que voilà, il y a plein de petits détails, ça reste de la course et le moindre petit truc, le moindre petit grain de sable fait que tu peux pas marcher, tu peux pas gagner. Donc voilà, c'est le jeu. Après, il faut regarder le bon côté des choses et je pense qu'avec la Loue, on a beaucoup appris sur ce bateau, sur nous-mêmes encore. Et puis voilà. La Loue, un premier mot sur ce résultat ? Oui, mais très clairement, le résultat est décevant. Le résultat n'est pas à la hauteur donc, de ce qu'on attendait. Donc, sur cette course, on attendait du vent, on a eu de la pétole, on attendait du reaching fort. On a dû avoir, je crois, deux journées de reaching. Et encore, je crois que sur les 17 jours, je ne suis même pas sûr qu'on ait eu les 2 journées. Donc, on a eu sinon du VMG, donc du portant mou tout le long. Et on avait typé le bateau donc, pour la brise. On a eu finalement donc, que des conditions assez light. Donc effectivement un peu déçu donc, de la performance sportive, mais par contre voilà, il y avait plein d'autres. Il
y avait d'autres projets, il y a d'autres sujets en fait sur cette transat, d'autres sujets peut-être alors pour moi donc plus personnel, mais aussi pour Quentin qu'on venait chercher. Et je pense que c'est là où réside peut-être notre victoire et notre persévérance. Les Verdonnais, Lalou Rouquayrol et Quentin Vlaminck n'ont pourtant pas encore dit leur dernier mot. Ils ont encore la tête plein de projets, notamment pour le team Arkema 4. On les écoute. Donc une saison l'année prochaine qui va être à la fois sur le Pro Cycling Tour et à la fois sur du solitaire avec la Route du Rhum. Donc voilà, on a beaucoup appris là sur cette transat avec Lalou. On a des pistes de travail pour cet hiver, donc déjà ça c'est rassurant déjà d'avoir des pistes et des idées, sinon ce serait un peu dommage. Et puis voilà, donc le programme va quand même vite s'enchaîner. Et content d'être arrivé aujourd'hui et on va vite pouvoir tourner la page, comprendre de nos erreurs et rebondir, quoi. Vous allez continuer au sein de votre atelier que l'on a eu la chance de visiter. C'est le grand chantier de 2022 ? Oh non, parce qu'en fait on a d'autres chantiers, mais en tous les cas en cours, puisqu'il y a aussi un classe 40 qui est en cours de construction pour la prochaine route du Rhum avec Eni Piperol, donc au niveau de l'écurie. Donc il y a un chantier évidemment donc, pour Arkema 4 qui est prévu donc, cet hiver, un chantier qui va être condensé parce qu'on va remettre à l'eau donc, suffisamment tôt pour pouvoir donc, continuer à naviguer. Et je reviens sur le fait que effectivement donc, il y avait sur cette transat un aspect sportif qui est décevant donc, pour nous, mais par contre il y avait plein d'autres aspects qui est notamment donc, l'aspect de transmission qui était quelque chose qui me tenait extrêmement à cœur puisque ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble avec Quentin, que cette année donc 2021 était consacrée à la transmission, donc au fait que Quentin donc devienne le skipper en titre donc d'Arkema et d'Arkema 4 et je crois que pour en tous les cas donc pour cet aspect-là, ça a été pour nous donc une vraie réussite et pour moi une vraie réussite parce qu'aujourd'hui je peux à la fois être fier donc de Quentin donc du travail qui a été effectué donc pour qu'il puisse prendre la barre donc sereinement donc d'une machine pareille parce que ça reste quand même des machines très engagées et assez compliqué donc à gérer, mais aussi donc pour aller représenter donc un sponsor comme Arkema qui est une marque donc internationale, une marque d'importance. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est ça que Quentin a peut-être prouvé donc et c'est donc tout au long de cette saison bien sûr, mais 2021, mais aussi donc au cours de cette transat, c'est qu'il avait la maturité pour pouvoir donc affronter des choses drôles et puis des choses un peu moins drôles. Donc des résultats qui peuvent être effectivement des résultats sportifs qui peuvent être un peu décevants, mais des résultats liés à l'appréhension de cette machine qui est toute neuve, dans laquelle on a encore énormément de choses à apprendre, pour laquelle on a énormément de choses à apprendre. Voilà que Quentin aujourd'hui est soit à la place à laquelle on a la prétention de l'avoir mis et en tous les cas de le former depuis 10 ans. Donc c'est un bon choix. Je crois. Et en tous les cas pour moi c'est un très bon choix. Dans la catégorie des ultimes, c'est le Maxi Edmond Rothschild qui s'impose, probablement l'un des bateaux les plus rapides de la compétition. On les écoute. C'est tôt je dirais parce que... Pardon, j'ai coupé mon téléphone. Assez tôt parce que j'ai l'impression que on a pris un avantage à partir de Cap Finistère. On est tous à peu près arrivés en même temps à ce moment-là et après il y a eu du vent, on a bien navigué, on a tiré les bons bords, les bons choix jusqu'à Madère. On est les premiers à partir dans l'ouest et un petit peu plus dans l'ouest et on a fait un creuset et après ça nous a donné un petit avantage qu'on a réussi à exploiter, à garder et à chaque fois qu'il y a eu des retours, mais à chaque fois cette petite avance qu'on avait construite là, je crois qu'elle nous a beaucoup servi. On a fait toujours des bons choix. Et après, une fois passé le poteau noir, c'était un peu plus droit. Il était tout droit. Il y avait jusqu'à l'arrivée où il fallait avoir les nerfs solides parce que la dernière partie de la course, on savait qu'ils allaient revenir et on pouvait se tenter d'aller se mettre juste devant et on a suivi notre option. Ça m'a rendu un peu nerveux, moi, personnellement. Mais voilà, non, je crois que nos roteurs ont fait un excellent boulot et puis nous, on a bien fait avancer le bateau. On a fait de bêtises. Voilà, mais je crois que ça s'est joué. C'était pas terminé, mais le petit matelas qu'on a construit jusqu'à Madère, il nous a beaucoup servi après. Sodebo nous a surpris pour son retour à la fin du golfe de Gascogne, effectivement. On est surpris de le voir là parce que le vent, nous, on l'a cherché avec SVR côté Est. Et eux, ils étaient pas bien placés avec ce nouveau vent, mais même en le recevant un peu après, ils ont profité du meilleur angle. Donc, effectivement, on s'est retrouvé avec eux. Bien, ils allaient bien au portant, dans la brise. On sait qu'ils vont bien parce que l'an dernier, on s'est frotté au départ du Jules Verne dans ces conditions-là et ils mollissent pas, ils attaquent bien. Mais bon, on est quand même, on les a quand même doublés en vitesse bord à bord.
Et ensuite, c'était propre ce qu'ils faisaient. C'est vrai, dommage pour eux parce que en rencontre, ils faisaient une très belle course, mais c'était vraiment le début de course, mine de rien. Mais ils étaient bien partis, comme dit Charles, c'était quand même un moment charnière et d'être en tête à ce moment-là, au moins le lendemain matin après Finistère, c'était important. Il était le premier bateau à entrer dans le poteau noir. Le bolide de Franck Camas et de Charles Caudrelier est aussi le premier à en sortir. C'est là que ce trimaran d'exception prend 300 000 d'avance sur le Banque Populaire. À leur arrivée sur les pontons du village de la Jacques-Vabre, encore une fois, Okeanos était au plus près des skippers. Il y a d'abord un grand goût de plaisir d'avoir réussi à amener ce fabuleux bateau ici en Martinique, parce que c'était notre objectif premier avec le team Banque Populaire. Du plaisir aussi d'avoir fait une belle régate avec Kevin sur l'eau et sur un parcours qui était assez dense. Et une petite frustration de cette journée où on s'est fait doubler par François et Tom. On aurait bien aimé garder cette deuxième place qu'on avait chaudement conservée pendant quasiment une grande partie du parcours. Mais au final, il y a beaucoup de réussite, de complicité, de positif, voilà, tout simplement. Et puis, objectif rempli, on est sur le podium, on est content avec Kevin et un bateau qui est bien en forme aussi, donc tant mieux. Si jamais ça ne nous restait pas en travers de la gorge, on ferait 3, la fois d'après on ferait 4 et la fois d'après on ferait 5, tu vois. Tu te bats pas trop. Donc oui, ça reste en travers de la gorge. Après ça, je peux t'assurer que franchement, vraiment, moi je me suis éclaté pendant 16 jours. Donc franchement, c'est passé super vite. L'ambiance à bord, franchement, c'était... les manœuvres, je pense qu'on sait. Moi j'aime bien aussi faire les manœuvres sur ces bateaux, comme des gros bateaux, etc. Il y a des petits plaisirs comme ça, de faire des jolies manœuvres, mais je crois qu'on a fait de jolies manœuvres. On fait 2-3 feelings sympas. Le bateau, c'est des bateaux fantastiques. T'es sous pilote, en vol, ça va vite, ça glisse. Donc non, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Le bateau, pour un bateau aussi récent, je peux t'assurer que, parce que c'est des bateaux très, très compliqués quand même, la Vincent Vérin hydraulique, et le bateau tout fonctionne, tout a fonctionné, etc. On a très peu bricolé. Donc il y a beaucoup de points positifs. Et c'est arrivé, écoute, on dira que c'était pour vous faire le spectacle. Et pour Armel l'année prochaine, on pourra être sur le haut du podium. Toujours chez les ultimes, Yves Le Blévec et Anthony Marchand devraient être les prochains à arriver sur les pontons de la route du café, accrochant ainsi la 4e place chez les géants des mers. Si la course est bientôt terminée, donc pour ces bateaux, elle a pris fin hier pour les Ocean 50. Chez les monocoques, rien n'est encore joué. Du côté des IMOCA, on retrouve le trio de tête Linked Out, Apivia, Charal qui reste inchangé. Pour ce qui est de nos néo-aquitains, c'est Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe, et Jean-Marie Doris qui ouvrent la danse, la 9e place. Ils sont pour le moment à 800 000 des premiers. Arnaud Boissière et Rodolphe Seffo à bord de la Micaline sont quant à eux 15e. Et enfin le duo de Rochelet, Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau à bord de l'Ebac sont à la 20e place. Pour finir, du côté des classes 40, le Redman garde sa position de leader. Nos néo-aquitains le talonnent à la 9e position à peine 80 000. Les dames de la boulangère bio Amélie Grassi et Marie Rioux sont quant à elles en 12e position. Regardez bien cette innovation incroyable pour cette rubrique Tech Eco, une veste connectée. Vincent Larguin. Côté tech et éco cette semaine, le Reverso Air est à l'honneur. Un dériveur démontable capable de tenir dans le coffre d'une voiture. Dernière innovation de la marque, un bateau dont le mât est désormais en carbone et la voile en black membrane, comme celle des IMOCA du Vendée Globe. Résultat, plus de 16,2 nœuds franchis pour ce dériveur démontable de 3,40 m qui se monte sans outils en à peine 3 minutes. Un véritable bijou de technologie qui ne manque pas d'air. Les objets connectés inondent désormais notre quotidien et la voile n'y coupe pas. Une marque, 878 Co, propose désormais des vestes connectées ultra performantes. Ces vêtements comprennent un affichage numérique pliable intégré à la veste auquel une petite unité embarquée transmet les données de l'instrument du bateau via Bluetooth. En un coup d'œil sur votre manche, vous pouvez alors avoir accès à des données de votre bateau. Une application mobile doit être téléchargée vous permettant de choisir la série de données que vous souhaitez définir à l'écran. Alors pratique si vous naviguez en équipe et effectuez différentes tâches. Et donc différentes données peuvent être configurées par l'entraîneur ou le capitaine de l'équipe. La rubrique écologie avec Vincent Larguin et un ingénieur qui va nous parler d'une invention exceptionnelle. Enfin, côté écologie, le saviez-vous, le transport par cargo représente à peu près
4% des émissions de CO2 mondiales, des gaz à effet de serre que de nombreuses entreprises entendent bien totalement supprimer. Il y a quelques semaines, nous avons rencontré Yves Parlier dans notre long format Okeanos qui compte utiliser de gigantesques ailes de kite. Et bien cette fois, nous allons du côté d'Ocean Bird, traduit littéralement l'oiseau des océans. Ce projet développé par la compagnie suédoise Wallenius Marine porte très bien son nom. C'est un cargo à voile télescopique de 80 mètres qui devrait voir le jour en 2024. En visio, l'un des ingénieurs, Ulysse Domé, ne cache pas son enthousiasme. Si le projet voit le jour, ces géants des mers à voile pourraient totalement supplanter le transport de marchandises à énergie fossile. Selon l'entreprise, ce petit bijou de technologie serait en mesure d'aller d'une rive à l'autre de l'Atlantique en transportant 7000 véhicules en plus ou moins 12 jours. Si le monde du transport maritime reste encore conservateur, cette innovation est en tout cas à suivre dans les prochaines années. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. À bientôt.